Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur Culture Nutrition, le podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir la ceinture noire du conseil Foodtech et Agtech, un homme haut en couleur, référence à ses célèbres doudounes jaunes. J'ai nommé Kevin Campuis, le cofondateur de Shake Up Factory. Hello Kevin, bienvenue. Hello Grégory. Bah, écoute, Merci pour la trouver. Il va falloir que j'aille chercher ma doudoune. et ta ceinture noire? Ça non, je ne sais pas faire de judo. Non. Je ne ferai pas mal à une mouche. Et c'est vrai que tu n'as pas ta doudoune, ta célèbre doudoune jaune aujourd'hui, Ah qui bah, est ça, je peux l'emblème aller- de Shake Up elle Factory. est juste là. Marie, je vais demander. Vas-y. Ah, pour te continue. mettre dans la James, s'il te peau plaît. du personnage, c'est bien. Oui, j'en ai besoin. Alors Merci. aujourd'hui, Kevin, ce que je te propose, c'est qu'on va parler entrepreneuriat, bien sûr, puisque Culture Nutrition, c'est le podcast des entrepreneurs, de la nutrition et du food, mais on va parler aussi innovation, créativité, enjeux de l'alimentation de demain, et aussi on va rentrer dans ton quotidien d'entrepreneur. Donc merci de nous ouvrir la porte, c'est parti. Alors tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton expérience précédente avant de créer Shake Up Factory? Parce que tu as passé, je crois, 17 ans au sein du groupe SEB. À 21 ans même. 21 ans, bah tu vois, Eh oui, on n'a oui, pas oui. toutes les infos. J'ai eu la chance effectivement de, de commencer en 94, 1er avril 94, dans la très belle maison Seb, qui à l'époque était encore une entreprise familiale de taille intermédiaire et qui est devenue, était pas loin d'être déjà leader dans son activité, mais est devenu dans le fil des années le leader mondial des appareils de cuisine. Et j'ai commencé comme comme chef de produit en CDD. À l'époque, en 92, c'était un peu chaud de trouver du boulot. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pu devenir directeur marketing opérationnel. Et ensuite, j'ai eu la chance de basculer dans l'innovation et dans la gestion de marketing stratégique de familles de produits. Et en 2010, après avoir mené en interne une réflexion sur les enjeux de l'innovation de rupture et la nécessité pour un acteur comme Seb, qui était en fait un fabricant de hardware, on fabriquait des appareils, mais on les fabriquait avec du plastique, du métal et du verre. Mais à l'époque, en 2010, c'est l'arrivée de Apple, fabricant de hardware, annonce l'App Store, annonce l'iPad. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais le hardware est en train de changer de dimension. Donc on a pris vraiment de ce côté-là en disant, mais qu'est-ce qui va faire que demain ou après-demain, Seb est en mesure de gérer cette rupture. Donc on a mené une réflexion en interne qui nous a amené en fait à identifier différentes pistes pour pouvoir en fait rénover à la fois nos processus et nos méthodologies d'innovation. On a recommandé la création d'un studio. Et ce studio, j'ai eu la chance de pouvoir le piloter pendant 5 ans. Et en parallèle de la création de ce studio, on a aussi mis en place un fonds dit de corporate venture, qui permettait de mobiliser des fonds pour pouvoir en fait accompagner la croissance et la collaboration avec des startups. Voilà. Quand tu dis studio, c'est un studio d'innovation, un studio culinaire, c'était quoi exactement? Ah, et alors c'est là où c'était absolument passionnant, c'est que alors Seb était déjà une entreprise extrêmement innovante et reconnue pour sa capacité d'innovation. Mais on avait une innovation relativement linéaire avec des équipes et des process déjà extrêmement structurés, mais en recherche, en innovation, en développement et en industrialisation. Et là, le sujet a été de dire, ce type de processus linéaire, il fonctionne bien pour ce qu'on a l'habitude de faire, mais là, on est en train d'aller chercher des univers et des domaines d'innovation qui sont totalement inconnus de nos équipes, parce qu'on parle d'électronique, et on avait très peu d'électronique dans nos appareils. On parle d'applications mobiles, puisque c'était le début de l'App Store, mais tu vois, en 2010, on ne savait pas encore ce que c'était, mais on se disait, il va y avoir des applis sur les téléphones, comme des logiciels, et ils vont un jour ou l'autre intervenir. Donc, comment est-ce qu'on met des logiciels sur des appareils, et comment est-ce qu'on fait discuter des téléphones avec des appareils? Donc ça, on connaissait rien de tout ça.
Et donc ce studio a été conçu comme une équipe autonome en mode start-up OK. Un peu une start-up dans le pour groupe. se donner en fait à la fois l'autonomie, mais en même temps garder un lien avec l'ensemble des savoir-faire internes. Et donc tout le jeu a été de faire en sorte que ce studio soit en fait au sein d'une grande maison, mais quand même une certaine autonomie. Voilà. Et avec le temps, et au fur et à mesure qu'on a mis en place cette réflexion, on s'est aperçu que c'était intéressant d'avoir d'autres studios ou d'autres équipes de ce type-là. Et donc on a créé d'autres ateliers. On a créé un atelier matériaux pour faire de la réflexion prospective sur les matériaux, un atelier électronique et un atelier culinaire. Et la raison de l'atelier culinaire ayant été que on s'est mis à développer des appareils pour lesquels il a fallu réinventer même des recettes et des modes culinaires parce que on voulait par exemple dans Cookéo, qui a été un des premiers appareils sur lesquels on a travaillé, on voulait être en mesure de pouvoir cuisiner un plat complet à partir de seulement 5 ingrédients avec seulement 5 minutes de préparation. Et donc là, il a fallu faire de l'innovation non seulement sur la technique de l'appareil, mais aussi sur l'ergonomie d'usage et l'ergonomie de la recette et la conception des recettes. Et donc on a créé un atelier culinaire avec un chef qui a été Bruno Blanchot, qui était un mec extraordinaire, avec lequel on a fait vraiment de la créativité ou de la création collective. D'accord, et ça a du coup participé au mouvement de Seb du hardware vers, une approche un peu plus expérientielle de la cuisine avec à la fois, l'appareil électroménager, mais aussi les services qui vont avec, c'est ça? Et c'est ça Type en fait recettes de là. cuisine et autres? Donc ce qui s'est passé, c'est que pour arriver à recommander la création de ce studio, on a fait un travail pendant 6 mois que je recommande d'ailleurs à toutes les entreprises de faire aujourd'hui, qui est un travail de prospective. On s'est dit, Mmh. euh, à l'aune de ce qu'est cette innovation de rupture qui arrive et que des gens comme Apple nous montrent, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Et en fait, quand tu es dans cet état d'esprit de te projeter à 10 ans, mais nourri de ce que nous faisions déjà, qui était de la veille permanente des tendances et des usages, la compréhension des usages émergents, et puis après tu te mets aussi dans la peau d'Apple lui-même en disant mais pourquoi est-ce qu'ils font des appareils, des téléphones avec des applis, etc. Tu peux tout à fait arriver en fait à raconter l'histoire de dans 10 ans, en disant mais en fait, dans 10 ans, et c'est ce qu'on se disait en 2010, en 2020, les gens pourront faire leurs courses sur leur téléphone, ils pourront piloter leurs appareils depuis leur téléphone. Et donc, ce travail de réflexion prospective nous a permis de raconter des histoires et de raconter un scénario qui permettait à l'ensemble de l'entreprise de s'approprier ce que pourrait être son avenir, de comprendre quels seraient ses enjeux, et à partir de là, de comprendre pourquoi nous pouvions recommander une manière de faire et une organisation qui diffère de ce qu'on avait l'habitude de faire, parce qu'on ne savait pas faire un site web nous-mêmes, on ne savait pas faire parler des téléphones avec des appareils, on ne savait pas forcément mettre de l'électronique dans nos appareils. Donc voilà, donc c'est effectivement cette démarche euh, qui nous a permis ensuite de démarrer par Cookéo en mode entre guillemets statique, puisque les recettes étaient intégrées à l'appareil, mais on l'a envisagé, on réfléchit Cookéo dès le début en imaginant que la version suivante pourrait être connectée à un téléphone et à une base de données de recettes que je pourrais enrichir depuis mon ordinateur ou depuis mon téléphone. D'accord, donc bah, j'imagine que toutes ces réflexions ont alimenté chez toi la passion pour l'innovation alimentaire, Mm. Alors oui, alors et pour répondre à ta question, parce que c'était ça la question, et mmh, donc on a imaginé aussi à ce moment-là que les gens voudraient, s'ils étaient en mesure de pouvoir choisir une recette et piloter leur appareil avec celui-là, ben, autour de cette recette, ils voudraient les services. oui. Est-ce qu'ils voudraient être livrés à domicile? Est-ce qu'ils voudraient avoir des compteurs nutritionnels? Est-ce qu'ils voudraient avoir du conseil en nutrition ou en diététique? Voilà. Et donc, ça nous a amené, en parallèle de notre travail interne, à identifier l'opportunité d'aller faire de la recherche, y compris sur des outils, des logiciels et des services. Et donc, en 2012, on a démarré ce qui a été à l'époque l'un des plus gros programmes de recherche en France dans le domaine de la cuisine, qui s'appelait Open Food System,
qui est un programme où on a rassemblé plus d'une vingtaine de partenaires pour réfléchir à un standard digital des recettes et à des services qui pourraient utiliser ce standard digital et les infrastructures digitales qu'on pourrait créer pour en fait gérer ces recettes. Il y avait qui, par exemple, comme partenaire dans ce programme Open Food System? Oh là là, il y avait des startups qui étaient des spécialistes de ce qu'on appelait la taxonomie, le text mining et voilà. Euh, il y Donc avait plutôt dans la data, en fait, c'est ça? euh, la digitalisation des données, on va dire, hein. Ok, oui. Il y avait il y avait des centres de recherche tels que le centre de recherche de Serkerberg. Il y avait l'école Télécom Paris. Il y avait en fait toute une variété de partenaires comme ça qui nous ont aidés à structurer un format de recette qui pouvait être interopérable et à réfléchir en fait différents scénarios. C'est à ce moment-là aussi on a embauché un anthropologue, on a embauché ce qu'on appelait à l'époque des UX designers, donc Mhm. des gens qui nous ont aidés à concevoir les expériences que les gens pourraient faire avec nos appareils. Et comme ça, on s'est projeté en très peu d'années, on a réussi en fait à comprendre, apprendre et mettre en œuvre. Et avec, en plus de ça, des partenariats stratégiques qui se sont créés dans la foulée avec des grands acteurs du digital qui ont permis à SEB d'être aujourd'hui le pionnier dans ces domaines-là. D'accord. Et alors donc du coup, ça a été quoi le point de bascule pour toi, pour passer de salarié dans un plutôt grand groupe à entrepreneur? Quelle a été l'envie d'entreprendre à ce moment-là? Alors, l'histoire serait longue à raconter, mais dans la réalité des faits, ce qui s'est passé, c'est que une fois que l'ensemble des projets principaux et structurants ont été développés, j'ai eu l'opportunité de pouvoir quitter SEB et de réfléchir en fait et très rapidement m'est venue l'intuition que ce que j'avais pu apprendre chez SEB, qui était absolument fabuleux, répondait aussi à un besoin et une attente de tout un secteur qui allait lui aussi se transformer, qui était l'agroalimentaire. Et donc je suis arrivé dans l'agroalimentaire. En fait, au cours de ces années d'exploration, d'avancée, on participait à construire des prémices de ce qu'a été l'écosystème de la food tech française, rencontrer des startups, construire des premiers programmes d'accompagnement de startups, euh, les premiers concours de start-up. Et donc, j'ai rencontré des entrepreneurs. Et là, je me suis dit, en fait, il y avait deux éléments qui se rassemblaient. Le premier, c'est que des startups et des entrepreneurs qui pouvaient avoir besoin de l'expérience et de la compréhension euh, de quelqu'un qui avait passé des années dans le monde du corporate et qui comprenait ce que c'était que de euh, faire grandir, faire monter à l'échelle mondiale des projets de rupture. Parlant le langage des entrepreneurs, parce que j'avais d'ores et déjà été amené à avoir des vrais sujets et vrais projets de type entrepreneuriat, même si c'était chez Seb dans un environnement assez protégé, mais il n'empêche qu'il a fallu quand même pousser les murs tous les jours. Et j'ai aussi anticipé le fait que les acteurs corporate eux-mêmes seraient en fait amenés indubitablement, à un moment ou à un autre, à devoir faire appel à des nouvelles technologies, explorer des nouveaux usages, des nouveaux business models, des nouvelles expériences utilisateurs dans certains cas même, les amèneraient à pouvoir ou à devoir travailler avec des startups. Et en fait, graduellement, avec le temps, s'est construit le projet chez Cap Factory qui est la réponse à ce besoin. Ce que tu appelles les corporates, ce sont les industriels agroalimentaires, essentiellement grands groupes? Alors, ce sont tous les acteurs installés, oui, effectivement, dans l'univers de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, donc, chez Cap Factory, euh, c'est une structure qui, en fait, a deux jambes, une jambe start-up et une jambe industrielle. Et nous aidons, en fait, ces deux mondes à faire de l'innovation de rupture, à faire monter à l'échelle des solutions qui vont être celles qui vont résoudre les problématiques de l'alimentation que nous avons à adresser aujourd'hui. Mmh. Et nous aidons, en fait, ces mondes à se parler, même si nous avons aussi la capacité à les accompagner individuellement, parce que les entrepreneurs eux-mêmes
ont besoin d'un accompagnement individuel et les industriels ne vont pas dépendre que des startups, ils ont aussi à apprendre à faire de l'innovation de rupture. Et quand on parle du monde industriel, on parle aussi bien des gens qui fabriquent des produits alimentaires que les gens qui font des ingrédients ou même le monde agricole ou même des associations professionnelles du monde agricole. D'accord. Et donc la création de Shake Up Factory, c'est 2015, c'est ça? Oui, c'est ça, on a démarré quoi, officiellement début 2016. OK. Donc ça fait déjà quelques années. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous êtes organisés? C'est quoi l'équipe, et cetera? En fait, sur les activités dont je te parle, en fait, j'ai la chance d'être entouré de deux charmantes maries qui, en fait, l'une a 15 ans d'expérience chez Unilever et a fait, elle aussi, un parcours d'intrapreneuriat au sein d'Unilever il y a quelques années. Et donc, elle vient avec ce background-là. Marie-Charlotte, elle, a vécu aux États-Unis et a accompagné des entrepreneurs dans le domaine de l'agroalimentaire aux États-Unis et vient avec un regard qui est complémentaire. Et ensuite, surtout, ShakeUp est en mode très agile parce que nous devons adresser tout type de sujet de transition et de transformation tout au long de la chaîne de valeur. Et donc, il nous a fallu trouver en fait des expertises de tous les types. Et en fait, le monde actuel fait que l'agilité dans le monde du travail nous permet de reposer sur le savoir-faire et la connaissance de plus d'une trentaine de freelances et d'experts du monde entier, qui sont des gens qui ont entre 15 et 30, voire parfois 40 ans d'expérience, et que nous sommes en mesure de mobiliser de manière extrêmement agile en fonction des projets qui nous sont confiés. Et ça, Ça, c'est un c'est vrai parti pris aussi voilà, d'un point de vue organisationnel, voilà, de c'est un ce vrai parti côté pris. travailler en écosystème. Alors, c'est un parti pris, et puis c'est aussi la nécessité qui fait loi, parce que je, euh, je ne suis pas en mesure de faire travailler ces 30 personnes à temps plein, étant donné le niveau de maturité du monde industriel de l'agroalimentaire qui est encore en plein apprentissage de ce qu'est l'innovation de rupture. Mmh. Et puis, en complément de ça, parce que nous, notre métier est essentiellement un métier on va dire, de conseil et intellectuel, entre guillemets, nous avons ensuite, en complément, des partenariats avec des gens comme vous et d'autres experts dans le domaine de la nutrition, de la formulation de la R&D, de la formulation des ingrédients, de la transformation des ingrédients, de la recherche, ou avec des copackers, ou avec des distributeurs alimentaires. Donc on essaie là aussi de compléter notre dispositif avec tous les experts dans leur domaine qui sont en mesure de venir de manière agile et aussi participer à des projets et à des réflexions, voire à intervenir aux côtés de soit des startups, soit des industriels que nous accompagnons. Très bien. Et là, du coup, tu l'as dit, c'est clairement une activité de conseil, conseil, prestation intellectuelle. Si tu n'avais pas créé ce type d'activité, tu aurais créé plutôt une marque de food? Ça, j'imagine que ça t'a traversé l'esprit ou tu étais vraiment orienté sur cette idée de conseil à l'écosystème? Euh, je ne sais pas répondre à ta question. Ce que je sais par contre dire, c'est que à l'heure à laquelle on se parle, si jamais je devais, et avec l'expérience que j'ai acquise en 8 ans, je n'ai absolument pas la capacité à créer une marque. D'accord. Euh, En fait, ce que j'ai compris avec le temps, je suis arrivé dans ce monde de l'agroalimentaire un peu par aspiration. Me disant, j'ai travaillé dans la cuisine pendant 21 ans, l'agroalimentaire, c'est la même chose. Et en fait, j'ai découvert que ça n'avait strictement rien à voir. Et je dois avouer que cette chaîne de valeur de l'agroalimentaire est la plus complexe que j'ai jamais vue. C'est hallucinant. Il y a même les plus grands acteurs, sans citer de nom, mais même les plus gros acteurs de la fabrication des yaourts ne savent pas les concevoir eux-mêmes. Ils sont dépendants d'ingrédientistes, ils sont dépendants de fermiers qui vont faire le lait. Mmh. Les De fermiers eux-mêmes fournisseurs de sont, ferments, et cetera? ouais, et les fermiers eux-mêmes sont dépendants des gens qui vont apporter l'alimentation animale, la génétique des bêtes, voilà. Bon. Et puis en aval, aucun n'est capable de vendre ses produits lui-même. On passe par des distributeurs, des restaurateurs. Donc, je ne connais pas de chaîne de valeur aussi complexe que celle-là. Ouais, c'est intéressant comme vision parce que je pense qu'on l'oublie souvent que Ah, mais on l'alimentation, l'oublie, c'est c'est hallucinant. extrêmement complexe. Ah, mais on demande à des gens qui fabriquent des yaourts d'avoir des niveaux
de sécurité alimentaire qui sont ceux de la pharmacie, mais avec une chaîne de valeur qui est bien plus compliquée. Tout à fait. Un pharmacien, un acteur du monde de la pharma, jusqu'à assez récemment, il faisait lui-même sa propre R&D, lui-même ses propres. Et ils sont aujourd'hui, quand tu regardes même la chaîne de valeur de la pharma, les laboratoires pharmaceutiques sont même à racheter des pharmacies aujourd'hui. Donc, ils sont pas loin de maîtriser quasiment toute la chaîne à eux tout seuls. Et ils sont sur un produit qui est moins complexe dans le sens où c'est souvent une molécule issue d'une synthèse chimique, donc qui est très standardisée et qui est pas du tout la complexité d'un ingrédient qui vient du vivant et de l'agriculture. Alors, je n'ai pas suffisamment de recul scientifique pour pouvoir le dire, mais Hmm. je veux bien Ouais, je te l'entendre. le dis. Ce que je Sans vois juste, dénigrer c'est ce que que fait l'industrie pharmaceutique, hein, mais c'est une réalité, c'est que les produits sont beaucoup plus complexes avec, sur des matrices alimentaires avec des ingrédients agricoles que un ingrédient chimique quasi seul ou à ouais, deux ingrédients dans un oui, comprimé. alors ce que je peux dire par contre en plus, pour ajouter encore à la complexité, c'est que les usages sont beaucoup plus complexes. Oui, Les usages, les attentes consommateurs sont beaucoup plus diverses. Les modes opératoires de consommation alimentaire diffèrent d'un pays à l'autre. Euh, alors qu'un médicament, tu le prends de la même manière à peu près dans le monde entier, me semble-t-il. Bon. oui, c'est beaucoup plus global comme Et produit, donc, c'est vrai. créer une marque, je suis pas prêt. Non. Et D'accord. je suis Par contre, admiratif. Je suis admiratif des gens qui le font, vraiment. hmm. Et d'ailleurs, quand tu Et regardes bien, hein, combien de nouvelles marques se sont créées et sont arrivées à un certain niveau de business aujourd'hui en France dans les 10 dernières années. C'est un parcours du combattant, mais qui est d'une. C'est des héros, les mecs, hein, ben on vraiment. le voit, oui, on le voit, hein, par exemple des marques un peu emblématiques de ces, on peut même remonter sur 2 décennies, comme Michel et Augustin, que le groupe Danone au sens large vient de céder à Ferrero ou est en train de céder, alors que c'était un peu un fleuron de l'innovation alimentaire. Ben, en vrai, c'est difficile et je pense pas que la marque est arrivée aussi haut que ce que ça aurait dû. Et quand tu regardes bien, il a fallu, pour arriver là où ils en sont arrivés, il a fallu faire des choix. Mmh, Ils étaient des concepteurs, mais pas des fabricants. tout à fait, avec un vrai modèle fabless, comme on dit, complètement assumé, sans usine, et cetera. Mm. Ouais, Et il a fallu ensuite, pour arriver à ce niveau de taille, accepter de se diversifier sur plusieurs catégories, ce qui rajoute à la complexité. Et quand il s'est agi de tenter la diversification internationale, ils ont touché du doigt que bah, un cookie français n'a rien à voir avec un usage de cookie américain. tout à fait. Hein, c'est un beau cas d'école. Donc du coup, Shake Up Factory, qui j'imagine, comme son nom l'indique, a pour vocation de secouer l'industrie, enfin l'écosystème, et avec un logo. Tu peux nous décrire ton logo puisqu'il est assez rigolo. Écoute, on a voulu à l'époque réfléchir à un logo qui soit très simple et mémorisable, et on a eu la chance de tomber sur un graphiste qui nous a vraiment trouvé une image toute simple, qui est une fusée qui est posée sur un épi de blé euh, avec un angle de 45 degrés. L'épi de blé représentant à la fois l'agroalimentaire et les flammes qui sortent du moteur de la fusée. Voilà. Pour faire décoller l'innovation dans l'agroalimentaire. Et C'est une belle oui, en image. fait, ce que nous promeuvons, c'est de pouvoir accompagner les gens qui veulent faire de l'innovation de rupture. Voilà. C'est comme ça que vous vous définissez Ouais. dans la mission de Shake Up Factory. We craft future food champions. Donc c'est vraiment de l'artisanat, parce que il n'y a pas deux projets qui se ressemblent. Et l'objet étant de trouver ou d'aider les gens qui font des solutions de rupture, parce que c'est là où effectivement on a une meilleure compréhension et un savoir-faire que les autres ne peuvent pas, n'ont pas de la même manière que nous, je pense. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui fait vos spécificités, notamment dans la façon de s'adresser et de faire travailler les entrepreneurs entre eux et avec des grands groupes? C'est quoi, toi, d'après toi, les clés pour accompagner les entrepreneurs de la food vers le succès? Alors, l'expérience m'a prouvé que euh, on rêve tous de modèle idéal et en fait, il n'y en a pas.
Donc, le principal sujet, le succès d'un projet est lié bien sûr à plein d'aspects techniques, c'est-à-dire une innovation de rupture, une adéquation à l'attente des consommateurs, une capacité à pouvoir réaliser cette innovation à des conditions qui conviennent aux consommateurs, etc. Bon, tout ça, mais ça, c'est purement technique. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la réussite d'un projet, elle est d'abord et avant tout humaine. Elle est liée à, en fait, la capacité du ou des entrepreneurs et eux à, en fait, euh, se saisir de leur projet et l'accompagner sur la durée. Et donc, notre rôle est d'accompagner ces gens-là. Et euh, assez rapidement, il s'est avéré que notre valeur ajoutée est dans cette capacité à faire de l'accompagnement sur mesure, de manière extrêmement individualisée, adaptée aux besoins de chacun des entrepreneurs et au rythme auquel l'entrepreneur et où l'équipe est capable d'absorber en fait les conseils qu'on peut leur donner et le réseau qu'on leur met à disposition. Donc il y a cette double dimension de accompagnement sur mesure et mise à disposition de tout un ensemble de possibilités de réseau, d'accès à des financements, de mise en relation avec des industriels. Et ce qui fait un peu la spécificité de notre approche, c'est que comme nous avons en permanence des industriels qui font appel à nous pour les conseiller, avec le temps, on a créé une relation de confiance avec ces industriels et nous sommes en mesure de créer des liens et des ponts assez cordiaux entre ces deux mondes et d'aider en fait à faciliter la discussion. Ensuite, du côté des industriels, c'est un travail de très très longue haleine parce que je me souviens avoir en 2017 organisé un atelier où j'avais réussi à mettre ensemble dans une même salle pendant toute une journée 7 industriels et 7 startups. Et nous avons posé les mêmes questions à ces deux acteurs. Qu'attendez-vous de la relation? Pourquoi voulez-vous travailler ensemble? Quels sont pour vous les... Voilà. Et en fait, c'est absolument passionnant de voir combien les réponses étaient non seulement dissymétriques, mais même on pouvait de manière évidente comprendre ce qu'on appelle le fossé culturel entre ces deux mondes, avec en fait ce que l'on appelle souvent l'incompréhension entre les petits et les gros, qui est en fait lié au fait qu'ils ne vont pas au même rythme, ils ne voient pas les mêmes choses, on ne parle pas des mêmes maîtrises technologiques, on ne parle pas des mêmes processus de développement, on ne parle pas de la même gestion et du rapport au temps, on ne parle pas de la même gestion et du rapport à la prise de décision et à l'autonomie, ou à la prise de risque, à l'organisation, la gouvernance, en fait, tout diffère d'un monde à l'autre. Et donc notre métier et notre rôle dans ces cas-là est de réussir en fait à créer ce pont et ce lien entre ces deux mondes. Et ce qui nous aide, c'est d'avoir effectivement vécu dans ces deux mondes, à la fois le monde industriel et le monde des startups, et donc d'être en mesure de pouvoir en fait accorder et remettre chacun à un niveau de compréhension qui est plus équilibré, plus adapté, et de les aider ensuite à co-construire avec des outils issus du monde des startups des relations qui peuvent être durables et scalées à la mesure de ce qu'est le monde industriel. D'accord, donc il y a une forme d'interprète entre les deux mondes, enfin de Ouais, lien entre les deux mondes pour tout qu'ils à puissent se fait. parler. Et là encore, c'est nécessairement aussi individualisé parce que il faut s'adapter à la culture interne des grandes entreprises, qui d'une entreprise à l'autre diffère selon sa gouvernance, selon le partage des rôles et des responsabilités, selon la vision qu'ils ont de leur avenir ou pas, du rapport au temps, de l'importance de l'innovation dans leur stratégie, des moyens financiers dont ils disposent, et tous ces éléments en fait auxquels là aussi on va s'adapter. Donc de la manière qu'on ait des coachs qui prennent la mesure de ce qu'est la capacité des entrepreneurs, on est aussi en mesure de prendre la compréhension de la capacité des industriels et de les aider à se renforcer là où ils en ont besoin. D'accord. Tu travailles également plus avec le monde institutionnel et puis le monde des financeurs aussi, qu'ils soient privés ou publics? Alors,
Nous avons des relations très cordiales, effectivement, avec, entre autres, avec les gens de BPI France, qui sont l'acteur de soutien le plus impressionnant que je connaisse et que le monde nous envie pour pouvoir, en fait, euh, permettre aux entrepreneurs de découvrir les possibilités que BPI peut offrir, mais aussi permettre aux industriels d'aller activer certains dispositifs de soutien à l'innovation, type les PAI, France 2030, etc. Et puis ensuite, avec le temps, effectivement, on a appris à connaître et à créer des relations avec plus d'une 100, 150, 200 fonds d'investissement du monde entier, auprès desquels nous sommes suffisamment légitimes pour pouvoir de temps en temps créer un lien entre l'entrepreneur et ses acteurs. Maintenant, nous ne sommes pas des leveurs Hmm. et nous évitons de rentrer dans cette dimension qui est vraiment une dimension qui est totalement intuitive personnelle et qui est de la responsabilité de l'entrepreneur. Donc, on est beaucoup plus sur tous les aspects opérationnels. Quand il s'agit de chercher des fonds, on aide à trouver des fonds non dilutifs, y compris dans les dispositifs européens. Et quand il s'agit de faire une levée de fonds, à part faire de la mise en relation, on intervient très très peu dans ce domaine-là. D'accord. Ouais, donc c'est plus dans une logique là encore d'écosystème et de se faire rencontrer toutes les parties prenantes au service de l'innovation de Oui, tout à rupture. fait. C'est ça. Mm. Et faire travailler même entre elles des startups, voire à terme, et ça c'est un peu la troisième dimension qu'on est en train de faire émerger, qui est cette notion, comme tu dis, écosystémique, c'est-à-dire l'avenir de l'alimentation est rempli de tant d'enjeux que ces enjeux sont d'une telle énormité que aucun industriel, aussi gros soit-il, ne pourra les adresser tout seul. Aucune start-up, aussi avancée soit-elle dans son innovation, ne pourra les résoudre. Et donc, c'est la combinaison de tous ces gens-là et avec les acteurs du financement qui vont permettre effectivement de faire monter à l'échelle des solutions de demain. Donc, nous sommes aujourd'hui, comme on peut dire, effectivement, un acteur d'innovation écosystémique. Mm. Ouais, très bien. Là, on est en début d'année 2024, donc on se projette sur une nouvelle année et puis peut-être une nouvelle décennie d'ici 2030. Toi qui es un expert du secteur, est-ce que tu peux nous partager ta vision des tendances food tech, agtech, vraiment les 4-5 méga trends de l'année à venir et de celles qui suivent? Assez simplement, parce que ce que je- j'ai pu comprendre avec le recul de ces quelques années passées au cœur du réacteur, le, le sujet est le seul désormais et qui rassemble l'ensemble des initiatives qui vont devoir être prises dans les années qui viennent est le sujet de la réduction de l'impact environnemental des activités de l'agroalimentaire. Comment faire en sorte que demain, nous puissions faire pousser, transformer, vendre des produits qui vont participer à réduire l'impact que nous avons sur la planète. L'agroalimentaire ayant découvert avec horreur depuis maintenant 5 ans et tous les travaux qui ont été menés sur ce sujet que c'est l'industrie qu'on pourrait considérer comme étant la plus impactante, voire polluante de toutes les industries. Au niveau Donc, notamment des émissions de gaz à effet de serre. alors pas seulement Pas seulement. déforestation, Oui, réduction d'impact sur la biodiversité, voilà. Alors ça se traduit effectivement, pour faire simple, par l'impact des émissions, mais les émissions de carbone. Mais dans le fond, c'est les émissions de carbone, c'est les déchets, c'est tout le reste. Donc c'est le sujet. Et je pense que c'est le seul. Maintenant, ce seul sujet est d'une telle complexité à résoudre qu'il va nécessiter des solutions qui deviennent des solutions de tendance, avec quelques grands principes, selon moi, qui sont en train d'émerger comme étant très structurants. La transition vers des pratiques agroécologiques, voire régénératives, et l'accélération vers cette transition. Associé à cela, la nécessité de trouver des nouveaux modes de financement pour accélérer cette transition et accompagner la prise de risque que c'est pour des acteurs du monde agricole de devoir changer de pratique. Et donc, c'est toutes les logiques et les dispositifs qu'on appelle de carbon farming.
Le troisième sujet, c'est ce que nous appelons la diversification protéique, et donc la nécessité de trouver de nouvelles sources d'ingrédients et de nouveaux procédés de transformation qui permettent de réduire euh, l'impact environnemental de certains ingrédients ou de certaines sources, et entre autres les sources animales qui pèsent très lourd. Donc là, on parle de tout le marché des alternatives à la viande, au poisson, au Je voudrais pas lait. parler j'aurais parlé de complémentaires parce que D'accord. le- c'est tout, je trouve idiot de penser qu'on va arrêter de manger de la viande. Voilà, je veux dire, l'innovation, c'est pas où. On passe pas du jour au lendemain de, de- de- des véhicules à moteur à essence à des véhicules électriques. Voilà, de la même manière, on continuera à manger des produits animaux et on en a besoin. Maintenant, comment fait-on pour à la fois réduire l'impact environnemental de l'élevage et en même temps trouver, parce que les besoins alimentaires vont toujours aller croissant dans une population qui va continuer à augmenter, avec des terres agricoles qui vont se raréfier parce que moins de fermiers, impact du changement climatique, etc. Donc il va falloir trouver des compléments, Mm. et qui peuvent être de toutes sortes, ce qui amène donc cette diversification protéique, qui est un sujet d'une très très grande complexité, parce que comme pour les pratiques agroécologiques, c'est pas seulement des solutions, c'est aussi un sujet d'adoption des nouveaux Par le consommateur. usages Mm. par le consommateur, mais par tous les acteurs de la chaîne. Un Mm. distributeur ne sait pas vendre un produit, un simili-viande. Aujourd'hui, on apprend. On est en plein apprentissage encore de ça. Voilà. Et puis, au sein de ce sujet de la diversification protéique, pour moi, le quatrième grand sujet, qui d'ailleurs a été reconnu par l'Europe comme étant une de ces 4 sujets technologiques critiques des années à venir, c'est tout ce qui tourne autour des biotechnologies. Et donc les solutions biologiques avancées, qui vont permettre en fait d'imaginer des nouveaux dispositifs et procédés pour pouvoir transformer nos produits alimentaires de manière plus naturelle, moins physique et a priori moins impactant sur l'environnement. Et en premier lieu, pour donner un exemple sur Voilà. ces Donc ça, biotechnologies. c'est les 4 sujets. Ah, ok. Alors, en biotechnologie, on parle de le, Fermentation. le renouveau et même les développements incroyables que l'on va pouvoir faire autour des procédés fermentaires. On parle de tout ce qui tourne autour de la multiplication cellulaire et des technologies autour du cellulaire, ce qu'on appelle le molecular farming, donc la possibilité de pouvoir faire pousser et faire exprimer par des plantes des protéines ou des ingrédients à D'autres valeur molécules, ajoutée. ouais. Voilà. On parle même de ce qui est microbiologie, et donc la possibilité de faire naître par de la transformation microbiologique des ingrédients, un peu comme on fait des levures. Demain, on est capable de produire des protéines à partir d'air et de CO2 et d'électricité. Voilà. Donc c'est tous ces sujets-là Mm. qui tournent autour de la biotechnologie, et c'est un des sujets qui commence vraiment à émerger comme étant un des sujets euh, c'est, les biotechnologies, on en parle depuis des années, mais on en parle pour soit faire des médicaments, Voilà, pour la pharmacie ou la médecine, oui. voilà, soit pour faire des matériaux, des Mm. biomatériaux et des biocosmétiques, soit pour faire des biofuels. Et d'ailleurs, sur le biofuel, on est arrivé aujourd'hui à un niveau de maturité dans cette technologie qui est assez impressionnant. Et je veux dire, aux États-Unis, 15% de ce qui est mis dans les voitures vient de la transformation par fermentation du maïs. Donc, c'est des procédés qui sont très très bien maîtrisés désormais. 100% de l'insuline est faite par ce type de procédé. Là, il s'avère que des nouvelles générations, grâce à l'amélioration des connaissances et des procédés et des données, nous ont permis de mieux comprendre les métabolomiques, les métagénomiques, voilà, les processus fermentaires. Et en fait, s'en trouve aujourd'hui tout un univers absolument incroyable de possibilités qu'on commence tout juste à entreapercevoir.
et qui va être une révolution profonde qui devrait impacter dans les 10 ans qui viennent à peu près 40 à 50% des ingrédients que nous mangeons. Ouais, c'est Mais, énorme. mais, mais comme c'est très nouveau, ça a besoin d'être exploré encore et d'être étudié. Donc on travaille Mm. beaucoup sur ces sujets-là. Et pour le coup, la France est très aux avant-gardes sur ces sujets-là. Je peux témoigner effectivement que aussi bien en connaissance et en capacité de maîtrise des fermentations dites historiquement traditionnelles, mais aussi tous ces nouveaux procédés de fermentation dites de précision, voire de multiplication cellulaire, la France dispose de pionniers et de gens qui sont très très avancés avec des savoir-faire technologiques même sous-estimés. Voilà. Oui, Et c'est assez étonnant de voir que, et c'est le grand, là, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que ce même pays qui, il y a 5 ans, a fait émerger et naître ceux qui sont aujourd'hui les champions du monde des insectes, oui, mais continue aussi à entretenir l'une des agricultures les plus variées, les plus performantes au monde. Donc on a cette chance extraordinaire d'avoir un vivier de savoir-faire et de compétences qui... Après, pour finir de répondre à la question sur les tendances, le dernier sujet qui est quand même majeur et un des plus complexes à adresser va être le sujet des emballages. oui, Et celui-là, sa complexité est à la mesure du manque de solutions dont nous disposons aujourd'hui pour répondre à des enjeux. L'emballage, c'est même le sujet sur lequel la réglementation est en avance sur l'innovation. En général, la réglementation court après l'inno. Hein. Ah, on quitte à a, la ralentir un peu. voilà. Là, dans le cadre des emballages, on a déjà légiféré pour que dans X années, 100% des plastiques soient recyclés et recyclables, qu'on ait trouvé des bioplastiques à foison, et ben on les a pas. On ne Ouais, sait on pas n'est pas comment les prêt. faire. Mm. Donc c'est passionnant. Et en fait, donc notre milieu, notre monde de l'agroalimentaire est à l'orée pour moi d'une transformation qui est absolument radicale parce que les 5 sujets dont j'ai parlé sont des changements non seulement d'air en termes technologiques, mais c'est aussi des changements, ça va nécessiter des changements, y compris dans la répartition des rôles dans la chaîne de valeur, des changements de business model, parce que euh, des produits alimentaires bas carbone, il va falloir revoir complètement le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs de cette chaîne. Hein. Mm. Qui, on le rappelle, génère 25 à 30% des émissions totales de Hmm, carbone. c'est même Même un peu peut-être plus même peut-être malheureusement. plus. Ouais, oui, Ouais, d'après l'ONU, ça monte à 34. d'accord. Voire 40, voire 40-45 dans certains continents. Ah oui, oui. Alors, en fait, il s'avère, pour être juste, l'Europe est un peu est en deçà, on est plutôt aux alentours de 25. L'Amérique du Sud est à 40 ou 45, l'Asie est à 35-40. Donc voilà, selon les pays, le taux diffère, mais au global, c'est plus d'un tiers. Ouais, Un peu donc plus d'un tiers. il y a des enjeux évidemment énormes pour la planète. Ah non, mais c'est Euh, surtout au-delà des enjeux, quoi. Je me permets de te corriger là-dessus ouais, parce vas-y. que c'est, on parle bien de notre survie là, hein, en Oui, fait. Quand on complètement. parle de la planète, on parle de survivre. Je nous inclus dedans, ouais, c'est Et, vrai. et c'est ce que j'essaie de faire passer désormais comme message parce que C'est pas juste la Terre, hein. non, mais il ne s'agit pas seulement de cocher une case et de faire un produit qui soit plus vert ou moins impactant ou de réduire notre score environnemental. Le sujet surtout, c'est que je veux dire, on est déjà à court d'orange. Mm. Ça peut être la partie émergée de l'iceberg, mais je veux dire, les gens de très grands producteurs de café mondiaux ont bien, et les études le montrent, on est à risque d'ici 2050 de voir la production de café divisée par deux. Oui, Et parce qu'il fait trop chaud. ben voilà, Mm, et parce qu'il va faire trop chaud, mm. encore plus. Donc notre enjeu, c'est vraiment un enjeu pour moi de survie. On rentre dans une ère de gestion de la, de la pénurie que je crains malheureusement n'est pas encore trop, dont on n'est pas vraiment encore pris conscience. Alors je ne dis pas, le monde agroalimentaire est en train de vraiment de se saisir de ces sujets-là, mais c'est encore extrêmement nouveau. Et
ce que j'appelle l'ordre de magnitude de ce qu'il faut faire est clairement sous-estimé. Hmm. C'est-à-dire qu'il faudrait plus radical selon toi. Ah ben, ah ouais, je prends juste un chiffre que j'ai lu encore ce matin. L'agroalimentaire génère un tiers des gaz à effet de serre. Lors de la COP 28, qui pourtant était la première COP où on a vraiment parlé de food de manière très notable, sur les 83 milliards d'engagements de financement de la transition agro et de la transition pour réduire l'impact, seulement 1,5% des fonds ont été alloués à des vrais sujets de food. Donc on en est extrêmement, extrêmement éloigné. Hmm. Et quand tu discutes avec des acteurs du monde, par exemple de la distribution alimentaire, ils te disent ouais, ouais, on va faire des produits de bas carbone, ça c'est sûr, mais par contre, on va pas payer. Je dis, bah, Ouais, on peut pas tout il y a un moment avoir. ou un autre où il va falloir effectivement payer, parce que jusqu'à maintenant, nous ne payions pas l'addition de ce que coûte à l'environnement des pratiques et des usages qui en fait sont déviants. Demain, il va falloir pas seulement compenser, il va falloir restaurer. Oui, régénérer. Si on ne restaure pas, si on ne régénère pas, Hmm. on va tous, on pourra plus se restaurer déjà et on va finir par manquer nous-mêmes de régénération. Là, ça va être Hmm. un peu grave. Et nos générations futures ne vont pas apprécier. Ouais. Alors justement, là, tu nous l'as bien dit, c'est tout ce système alimentaire, il est extrêmement complexe. Toi, comment tu fais pour comprendre tous ces enjeux, pour alimenter ta vision de secteurs qui sont en perpétuel mouvement? C'est quoi tes sources d'informations et ce qui t'aide à réfléchir au quotidien? Bah, c'est la chance que j'ai d'être euh, mandaté par les gens que j'accompagne pour justement faire ce travail-là et d'avoir la chance de pouvoir le faire sur toute la chaîne de valeur. Donc, au quotidien, euh, à, à côté des entrepreneurs qui comprennent ces enjeux, qui depuis des années les ont anticipés. Parce que quand tu regardes bien et que tu lis l'histoire des gens qui ont créé les premiers steaks végétaux et autres, ces gens-là les ont créés pour ces raisons-là. Il y a 10 ans, quand le fondateur de Impossible Food disait que son steak était fait pour réduire l'impact environnemental, tout le monde disait mais de quoi nous parle-t-il? Aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Bon. Donc, les entrepreneurs sont très conscients de ces sujets-là et ont a priori des solutions ou pensent savoir ou essaient de faire émerger et de faire monter à l'échelle des solutions pour ça. Les industriels commencent à s'y intéresser et font appel à nous pour les aider effectivement à s'orienter. Et puis, cette notion d'écosystème et donc les acteurs avec lesquels on travaille dans des organisations internationales, euh, européennes ou internationales, nous amène aussi à nous projeter. Et donc, tout ça mis ensemble fait que mon quotidien est fait effectivement de un tiers de veille, un tiers de veille et d'analyse, un tiers d'accompagnement d'industriels et un tiers d'accompagnement d'entrepreneurs qui font que tout ça mis bout à bout nous permet d'avoir une bonne compréhension et qu'on essaie de rendre la plus simple possible et digeste parce que, en fait, c'est ce que nous demandent les gens, de leur permettre de sortir de cette diversité d'enjeux, de diversité de possibilités technologiques, ce que sont des solutions effectivement applicables demain. Et donc, la chance qu'on a, c'est qu'on est au contact des industriels, des entrepreneurs qui ont ces solutions et on les aide à grandir dans ce sens-là. Ouais, très clair. Le sujet le plus compliqué, c'est le changement humain. C'est-à-dire que notre état d'esprit, voilà. Dans le monde industriel, et aussi d'ailleurs dans le monde agricole, on se sent responsable nous-mêmes de produire et de délivrer. Et donc, c'est assez. On se sent attaqué, entre guillemets, ou remis en cause quand quelqu'un de l'extérieur vient vous dire mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre et il y a d'autres solutions à mettre en place. Surtout quand en plus ces solutions à mettre en place, on les comprend pas et on les maîtrise pas.
Donc, mon métier est un sujet d'accompagnement au changement et d'aider les gens à s'approprier ce que vont être ces nouvelles solutions et les rendre acceptables, entendables, appropriables, parce que c'est l'enjeu, hein, on ne pourra pas faire autrement. Et donc c'est au C'est un enjeu de contact de survie. tous ces gens-là que ça te nourrit, que ça te donne un coup d'avance en termes Oui, et de puis vision de ce qui va se faire on demain. est, dire, quand on regarde, c'est hallucinant ce que les usages et les outils digitaux nous ont permis d'accélérer notre accès à l'information, à la compréhension de cette information, parfois à la diversité des points de vue, mais d'une manière ou d'une autre, cette diversité permet aussi d'accélérer certains accords. Et puis il y a des gens qui sont absolument incroyables. On a des chercheurs qui sont hallucinants, des rapports d'études qui sont ouais, brillantissime. Mm. Ce qui rend pour beaucoup de gens le sujet compliqué, c'est ils ne sont pas payés ou ils n'ont pas le temps de lire ces choses-là ou de les analyser. Et donc, pourquoi tel ou tel rapport aurait plus de valeur que tel autre? Mm. En quoi ce qui est dit dans telle étude est fiable et remet légitimement en question, hein. Et puis, l'Europe a aussi la capacité de se doter d'un certain nombre d'outils et de programmes de recherche qui fait que l'intelligence collective est mobilisée dans des programmes collaboratifs où là, on va mettre ensemble tous les acteurs, hein. Donc, on participe, nous, de manière très active à un réseau européen qui s'appelle EIT Food. EIT, c'est euh, le, on va dire le ministère européen de l'innovation et des technologies. Et en fait, le IT Food est un de leurs dispositifs qui en fait rassemble tous les centres de recherche, 200 industriels, 500 startups, et nous sommes un des acteurs qui en fait fait vivre cet écosystème. Et au sein de cet écosystème, par exemple, on a créé un Protein Diversification Think Tank, où en fait on réfléchit avec toute cette variété d'acteurs, hein, c'est quoi les enjeux et les solutions pour accélérer la complémentarité protéique. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à co-construire. Il y a un enjeu de co-construction qui est très important. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert au contact des entrepreneurs aussi, c'est que l'avenir s'invente. Mm. Et l'avenir s'invente entre acteurs qui, en fait, ont cette capacité à le faire advenir. Et l'avenir adviendra si on réussit à mettre d'accord différents acteurs qui vont faire en sorte que cet avenir aboutisse. Et donc, mon métier, en fait, c'est ça. C'est créer des convergences d'intérêts et des consortiums d'intérêts qui vont faire advenir les solutions de l'alimentation de demain. Très beau métier, très belle Ah ouais, perspective. c'est magique, c'est magique. Avant de se quitter, Kevin, je voulais te parler de ton côté entrepreneur, le Kevin entrepreneur. On se connaît un petit peu et je sais que travailles beaucoup et que tu es notamment relativement matinal. Est-ce que tu peux nous partager avec nous tes routines et tes tips d'organisation en tant qu'entrepreneur pour gérer les multiples projets que tu gères, toi et ton équipe? Soyons très honnêtes, mon équipe dirait que je suis très mal organisé. Et, Alors, on et, peut et toujours ils ont. s'améliorer, mais Non, mais je suis quelqu'un qui en fait fait tellement confiance aux gens et délègue tellement que certaines fois mes équipes préféraient que je sois un peu plus euh, cadrant et voilà. Bon. Non, ma principale routine, c'est de me lever tous les matins à 5 heures. ah voilà, Euh, j'ai découvert ce temps absolument exceptionnel du matin pour à la fois prier, travailler, quoi, prier, chercher et produire avant d'aller m'engager dans une journée où effectivement mes journées sont remplies d'échanges comme celui qu'on a aujourd'hui, mais j'ai en moyenne entre 5 et 12 rendez-vous par jour qui sont principalement des échanges, des discussions, des séances de coaching, etc. Donc le matin est mon temps favori pour pouvoir effectivement faire ce travail de veille. Et j'ai la chance de pouvoir effectivement faire ce travail de veille et de réflexion à peu près 1 heure à 1 heure et demie par jour. donc c'est-à-dire avant 7 heures, quoi. Ah C'est oui, vraiment par ça que tu commences ta journée. ah oui. Ok, au calme. Et puis ensuite, un matin, je travaille à Paris et je prends le train et je travaille dans le train. Pour te déplacer entre ton domicile
et station Oui, F où vous avez vos bureaux. exactement. Mmh, d'accord. Et donc, ouais, cette routine. Et en fait, on a besoin de routine. Parce que ça a été un peu dur au début, mais en fait, maintenant, cette routine est en place. Alors, je ne me couche pas très tard, Oui, j'imagine. Enfin, sauf si tu as besoin de peu de sommeil, mais mais pour autant, voilà, ce temps du matin est extrêmement riche. Bon, ça ne m'empêche pas d'avoir des vacances normales et de dormir un peu plus tard en vacances, hein. Mais ça d'accord. m'aide énormément et ça me permet de prendre le temps de voir beaucoup de choses. Et puis après, dans les autres routines, bah, j'ai quelques outils tout simples. J'ai un certain nombre de newsletters auxquels je suis abonné. Lesquels, par exemple? Euh, alors, les meilleurs, euh, actuellement, Edible Ventures, Hack Thunder, un peu Food Hack, Green Queen. Et puis ensuite, j'ai en fait un outil qui me permet de stocker toute cette veille. Et avec le temps, en fait, Marabout de celle de cheval, j'ai fini par identifier un certain nombre de sources d'informations qui deviennent effectivement. LinkedIn est un outil absolument formidable. Ouais, Et la manière dont il fonctionne aujourd'hui et ses algorithmes font qu'on tombe assez régulièrement sur des informations qui sont pertinentes par rapport au sujet qui nous intéresse. très ciblé, en effet. Et puis, en fait, je réfléchis dans le matin et dans la journée, il m'arrive assez régulièrement d'avoir des groupes de travail, des sujets de recherche qui font appel à ça. Donc, Et en 2024, qu'est-ce qui va se passer du côté de Shake Up Factory? C'est quoi votre grosse actu de cette année? alors, la grosse actu, c'est que on change un peu de dimension dans le sens où nous avons gagné un programme de recherche européen, le programme Horizon. Alors, c'est vraiment pour le symbole de l'avoir gagné parce que c'est pas un projet sur lequel nous avons une grosse activité économique, mais par contre, nous sommes plus d'une trentaine de partenaires et on est le premier projet européen qui est amené à réfléchir à Impact Assessment of Cellular Agriculture. Ok, Donc, l'agriculture cellulaire. nous rentrons dans une dimension qui est absolument passionnante, qui est de faire un travail de recherche holistique sur ce que sont les grands enjeux de ce type de technologie. Et en parallèle, nous avons aussi remporté un programme EIT Food qui nous permet de réfléchir de la même manière à ce que seront les biotechnologies en Europe dans les années futures. Donc là, on a de plus en plus une orientation vers de la construction prospective de ce que sera l'avenir de l'alimentation et qui complète effectivement très bien le travail que nous faisons ensemble avec vous et avec nos partenaires du très beau collectif eFoodie, ou eFoodia, selon la manière dont on veut l'exprimer, qui en fait vise à consolider et à mettre à disposition de nos partenaires clients euh, une connaissance la plus affûtée et la plus opérationnelle de ce que seront les solutions qui vont permettre de transformer l'agroalimentaire. Mm. Je vais Et les donc, citer, nos partenaires, pour leur faire un petit coucou. C'est l'Alliance Improve Interg Piver et Foodinov. Voilà, en association avec Shake Up Factory et Nutrikio. voilà. Et donc on a publié notre premier chapitre, entre guillemets, de ce que sera l'alimentation en 2030 au regard de la planète. Et les prochains chapitres sont à venir. Et c'est effectivement, ça se veut être le plus opérationnel possible, mais en même temps prospectif. Donc pour terminer, le mot de la fin avec la question classique que je pose à tous nos invités. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est la devise chez Nutrikio. Qu'est-ce que toi, tu as réalisé d'impossible en tant qu'entrepreneur? Alors, je vais plutôt dire, un des sujets dont je suis le plus fier, Oui, ça marche aussi. c'est d'avoir réussi à faire en sorte qu'une des plus grosses coopératives françaises, si ce n'est la première dans le domaine de la production des céréales, accepte en moins de 2 ans de basculer à l'agriculture régénérative et en 2 ans, réussit en fait à mettre en place
ce qui est aujourd'hui le réseau pionnier des fermes régénératives dans le domaine des céréales. Et ils sont aujourd'hui les pionniers européens des céréales bas carbone. Et c'était un défi. Euh, si je pensais que c'était possible, eux pensaient que c'était impossible. Ça, c'est sûr. Oui. Mais Voilà. toi, forcément, tu penses que tout est possible et c'est à toi d'aller convaincre les autres de réaliser l'impossible. En fait, effectivement, je pense que tout est possible parce que c'est la raison d'être des entrepreneurs, que de faire advenir, c'est ce qui différencie un entrepreneur d'un autre, hein, c'est qui fait advenir des choses que les autres ne font pas advenir. C'est ça le principe. Et ça peut être une entreprise, ça peut être une idée, ça peut être un projet, on n'a pas besoin de créer une start-up pour être un entrepreneur. On peut être entrepreneur toute sa vie, à Bien longueur de sûr. journée. Moi, j'étais entrepreneur pendant 20 ans chez Seb avant de créer ma start-up. Plus qu'un métier, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est exactement ça. Et ça demande effectivement de passer son temps à se projeter dans l'avenir et d'apprendre à être en affinité avec cet avenir et ce qu'il est possible de faire advenir dans l'avenir. Mais c'est Magnifique. passionnant. Peut-être en sait quelque chose. Hein. Ouais, complètement. Et Ouais. puis c'est un très très beau mot de la fin, puis ça reboucle avec une petite phrase que j'ai notée tout à l'heure, qui est l'avenir s'invente sur cette idée Ah ouais. d'avenir. Et je pense que Il tu l'as s'écrit. bien, et là il s'écrit, il se partage, et tu l'as très très bien L'avenir illustré. l'avenir appartient à ceux qui l'écrivent. Mm, Et tout le monde peut écrire l'avenir. bien sûr. Mm. À plus forte raison dans ce vaste sujet passionnant qu'est l'alimentation. Tout à fait. Ouais. Bah écoute, Kevin, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble et pour avoir partagé à la fois toute ton histoire entrepreneuriale autour de Shake Up Factory, tous vos projets dans l'écosystème au service de la disruption alimentaire, mais aussi de nous avoir partagé ta vision en tant qu'expert des tendances food tech pour donner des éléments de lecture à tous ceux et celles qui nous écoutent et les aider à écrire l'avenir de l'alimentation de demain, on l'espère en tout cas. Et puis, on n'est pas assez nombreux pour faire ça encore. Donc, plus on sera nombreux, plus on accélérera la transition. Donc, vous êtes tous les bienvenus et on est là pour vous aider. Merci pour cette invitation à tous ceux qui nous écoutent. Merci à toi. Ouais. Merci, très bonne journée à toi et j'en profite pour à bientôt Kevin. Ouais. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent de continuer de nous suivre, de partager les épisodes avec vos collègues, avec les gens de vos réseaux qui s'intéressent au sujet d'entrepreneuriat, au sujet d'innovation, dans la nutrition, dans la food tech, dans l'alimentation en général. Et puis de nous suivre le podcast Culture Nutrition sur toutes les plateformes de streaming et de nous mettre des notes de 5 étoiles pour qu'on puisse remonter encore plus dans les algorithmes et qu'on puisse être encore plus écouté par tous les gens qui s'intéressent à ces sujets-là. Merci à tous, à très bientôt pour le nouvel épisode. Bonne journée, à bientôt.